Salut à tous le clan OJ. Aujourd'hui, on va parler du fameux documentaire qui a fait fureur et c'est bien sûr le documentaire sur P. Diddy. Alors, il y avait déjà un documentaire sur P. Diddy qui a été fait, mais celui-ci c'est en nouveau, qui est actuellement disponible sur Netflix, de 4 épisodes. Je pense que vous l'avez tous vu. Et ça retrace son enfance, comment il a grandi, son parcours, comment il est arrivé au sommet, mais aussi ses chutes, ses accusations de V et le meurtre de Biggie et Tupac. On ne peut pas parler de P. Diddy sans parler de Suge Knight. D'ailleurs, ce documentaire a été produit par 50 Cent. Ce que beaucoup de monde, c'est par rapport à ça que beaucoup de monde est mitigé, parce que 50 Cent n'est pas le meilleur ami de Didi. Ils ont des conflits depuis des années. Donc pour beaucoup, le documentaire n'est pas objectif. On va retracer comment P. Diddy est devenu l'homme qu'il est devenu. C'est-à-dire comment il a eu un impact avec sa maison de disques Bad Boy Records. On va aussi parler de Suge Knight, qui a produit Tupac. Donc Suge Knight, lui, qui est de Los Angeles, sur la côte ouest, il a produit Tupac. Et P. Diddy, qui est de New York et qui a produit Biggie. Voilà, on va parler de leur impact. On va pas revenir de A à Z parce que le documentaire, c'est vrai qu'il explique beaucoup de choses. Mais on va revenir précisément sur le meurtre de Biggie et Tupac. Alors, quand Bad Boy Records a été fondé, P. Diddy, lui, il était stagiaire chez Uptown Records. Il était stagiaire et il montait petit à petit. Parce qu'il voulait s'imposer, il voulait toujours être à la tâche, il voulait toujours se montrer. Et on le dit dans le documentaire. P. Diddy, à un moment, va se faire virer par André Harrell. Et quand il se fait virer d'Uptown Records, parce que P. Diddy veut toujours s'imposer, veut toujours être le numéro un. Et il ne peut pas avoir deux chefs dans une même maison de disques. P. Diddy a eu l'ambition de monter son propre truc. Il a monté sa propre maison de disques qui est Bad Boy Records. Et il avait déjà repéré Mary J. Blige, Biggie lorsqu'il était chez Uptown Records. Mais Uptown Records lui a laissé Biggie. Il avait toujours son artiste Biggie et il a produit Bad Boy Records. Donc, à cette époque, il y avait Defro qui cassait tout. Defro, il y avait ce producteur qui s'appelle Suge Knight. D'ailleurs, ce producteur qui est un peu romancé dans l'histoire du meurtre de Biggie et Tupac. Parce que ce producteur est extrêmement violent. Pour vous faire un petit aperçu, aux États-Unis, il y a le gang des Crips et le gang des Bloods. Suge Knight est en Bloods. Suge Knight, à la base, étant plus jeune, ses parents avaient les moyens, mais il était dans un quartier chaud de Los Angeles. Il a fait du football américain. Il n'est pas passé pro, mais il a fait du football américain. Et il était même déjà, même à l'époque où il faisait du football américain, étant jeune et tout, il était déjà violent. Il pissait sur ses camarades dans les douches pour les provoquer. Maintenant, il a été garde du corps de Bobby Brown et Whitney Houston. C'est là où il a compris l'industrie de la musique, parce qu'il regardait tout ce qui se passait. Il s'est dit que lui aussi voulait créer sa propre maison de disques. Donc il a appelé Dr. Dre à cette époque qui faisait partie du groupe NWA. Dr. Dre qui se faisait un peu arnaquer chez NWA, donc il a accepté de rejoindre Suge. Et de toute façon, il n'avait pas trop le choix parce que vous connaissez les méthodes de Suge qui sont hyper violentes, qui menacent les artistes. Et Dr. Dre, du coup, a fondé Defro avec Suge Knight. Mais c'est Dr. Dre qui a plus le talent musical. Suge Knight, c'est un businessman. Voilà, donc ils fondent Defro. Dr. Dre repère Snoop Dogg en tant qu'artiste. Donc Snoop Dogg sort son album chez Defro. Et ça cartonne. Et du coup, voilà, pour vous imaginer un peu comment Defro a été conçu. Déjà, Defro, pour vous imaginer un peu l'extrême violence qu'il y avait dans cette maison de disques, quand les artistes venaient et chantaient et qu'ils étaient mauvais, Suge Knight les passait à tabac. Avec ses gardes du corps, avec les membres des gangs des Bloods aussi. Il y avait des chiens de garde au cas où. Au cas où un artiste déconnait. Il faisait boire des seaux de pipi aux artistes qui chantaient mal. Pour vous dire que, en fait, dans le documentaire de P. Diddy, ce n'est pas précisé tout ça. Ce n'est pas précisé. Maintenant, on va revenir sur la côte Est et parler de l'enfance de P. Diddy. P. Diddy, lui, il a grandi dans de bonnes conditions.
Quand je dis dans des bonnes conditions, ça veut dire qu'il ne manquait de rien. Parce que son père était quand même un gangster, il a perdu son père quand il était... bah, du coup, quelques temps après sa naissance, son père décède. Son père était un gangster affilié aux Crips. Le père de P. Diddy était un gangster. Donc, sa maman a toujours trouvé le moyen de le nourrir. Elle a toujours été dans les soirées. Elle a toujours vêtu avec des chapeaux, des costards, dès son plus jeune âge. Mais au fur et à mesure, elle a vu qu'elle était en train de... Parce qu'elle, elle a l'habitude de cette dureté. Elle était en couple avec un gangster qui est mort, assassiné par balle. Elle a vu qu'elle était en train d'élever un enfant qui devenait un bourgeois, qui se faisait victimiser à l'école, qui, qui était plutôt dans les bonnes écoles, donc qui aurait pu finir avocat ou professeur, ou qui aurait pu avoir un beau métier. Mais c'est pas ce qu'elle voulait, sa maman. Elle voulait qu'il soit dur. Elle voulait que dehors, il soit dur. Donc apparemment, sa maman, pour le forger, lui mettait des raclés, le frappait violemment. Et même du coup, il y a des témoignages dans le documentaire de ceux qui ont grandi avec Didi, qui ont vu sa maman le frapper. Ils ont dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il y a des témoignages qui disent que mes parents m'ont frappé, mais ce que Didi subissait, je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'était extrêmement violent ce que sa maman lui faisait. C'est ça, ça commence comme ça. Et à partir du moment où sa maman va commencer à le frapper sévèrement, quand il ira à l'école et qu'on voudra le frapper, il va commencer à mordre l'oreille des gens jusqu'à arracher leur oreille. C'est à partir de ce moment-là que P. Diddy commence à changer dans son enfance. Parce qu'il avait plus grandi avec de mauvais côtés que de bons côtés. Il a aussi dit que il a toujours voulu être comme son père. Et je vous rappelle que son père était un gangster. P. Diddy, du coup, qui avait cet attrait pour la musique, pour la danse aussi, qui dansait, en fait, tout ce côté où il a, vous voyez, cette frustration d'être la victime, cette frustration de ne pas être assez dur, il a tout remis dans le milieu de la musique. C'est ça qu'on voit, en vérité. C'est que tout ce côté négatif, il l'a pris et il en a fait une force en quelque sorte pour se dire, je vais être plus fort que les artistes. Je vais être plus fort que les artistes, je vais les dominer, ils seront sous ma merci. Parce que, ils seront à ma merci. Parce que, faut se dire quelque chose, c'est que dans le milieu artistique, surtout à cette époque-là, dans les années 90, il y avait le rap gangsta, qui est un rap assez dur. Et puis Didi, je pense qu'il s'est dit que si moi je produis des artistes qui font du rap gangsta, il faut que je sois plus gangster qu'eux. Si moi je dois leur donner des ordres, si c'est moi qui les produis, il faut que je sois encore plus gangster qu'eux. Il faut qu'ils soient à ma merci. Et c'est ce qu'il a fait dans ses actes. Parce qu'au final, c'est quoi, revenez à la base, c'est quoi le rap gangsta? C'est dire tout ce que tu racontes dans ta musique, tu dois effectivement le faire dans la vraie vie. C'est exactement ce que PDG a reproduit. Parce que là, il y a une petite hypocrisie. Quand on apprend que PDG a frappé Cassie, il y a des caméras de vidéosurveillance dans l'hôtel. Quand on apprend ça, d'ailleurs, PDG, ça, il voulait l'effacer parce qu'il a demandé à l'accueil de l'hôtel, il a payé l'accueil de l'hôtel pour effacer les vidéos, pour que personne s'en aperçoive, mais du coup, c'est sorti quand même. Mais même ça, est-ce que, objectivement, P. Diddy est le seul dans ce milieu à frapper les femmes? Parce que comme c'était un documentaire centré sur P. Diddy, on a choisi P. Diddy comme cible. C'est le diable. C'est lui. C'est pointé du doigt. Parce que là, moi, je me dis quelque chose. Je me dis que si ça fait 30 ans que le gars fait ses atrocités et que personne parle, soit beaucoup sont complices ou beaucoup font la même chose que lui. Ou, parce que beaucoup partent dans une théorie que toute l'industrie a peur de lui. Et c'est là où on va venir sur le meurtre de Biggie et Tupac. Donc, comme vous savez, Tupac en 94, déjà bien avant ça, il était ami avec Biggie. Donc Tupac avait déjà du succès dans la musique, dans le cinéma. Il était déjà connu avant Biggie. Biggie était comme un petit frère pour lui, même s'ils avaient qu'un an d'écart. Mais Tupac avait beaucoup plus d'expérience dans la musique. Il avait réussi dans la musique avant lui. Et quand Tupac rencontre Biggie, parce que je vous rappelle que Tupac aussi est un gars de New York à la base. Il déménage, il va à Baltimore faire ses études, où il rencontre Jada Pinkett, donc du coup la femme actuelle de Will Smith. Et après Baltimore, il va à Los Angeles. Il déménage encore.
Mais pour vous faire ce rappel, euh, Tupac était censé signer Biggie au début. Ils s'entendaient bien et Biggie était en phase avec ce que Tupac racontait dans sa musique. Donc Biggie a dit, tu devrais me signer. Mais le truc, c'est que Tupac a dit non, reste avec P. Diddy. Parce qu'en vérité, Tupac ne savait pas comment le dire, il n'avait pas encore l'argent pour produire Biggie. Tu vois, donc ils ont toujours resté en bon terme, ils ont toujours été amis. Hein, ça a toujours été des amis. Jusqu'au jour où Tupac est venu à New York pour enregistrer une musique avec P. Diddy, Biggie et tout l'entourage de Biggie, hein, donc Junior Mafia, tout ça. Donc il était attendu à New York, au Quad Studio, et il est allé voir Biggie du coup, et Tupac, justement, il voit Lil Sis par la fenêtre, Lil Sis qui est en proche de l'entourage de Biggie, encore une fois, qui lui dit, ah viens, tout ça, je descends de venir te chercher, tout ça. Et ils étaient pressés que Tupac vienne, et Tupac, quand il rentre dans le hall, il se fait tirer dessus. Ça commence comme ça, le conflit entre Biggie et Tupac. Il se fait tirer dessus, et quand il ouvre les yeux, il voit Puff Daddy, et il voit Biggie. Et depuis ce jour-là, il n'a plus jamais voulu entendre parler de Biggie ou de Puff Daddy. Pour lui, c'était des ennemis. En sachant qu'il y avait une petite rivalité, vous savez, Tupac est de Los Angeles, eux ils sont de New York, il y a une petite rivalité entre ces villes, entre ces côtes, justement la côte est et la côte ouest. Il y avait aussi une rivalité entre le label Bad Boy de P. Diddy et le label Death Row de Suge Knight. Voilà, donc en fait, Tupac déjà, après cette fusillade, il va au tribunal parce qu'il était dans une affaire de V, d'une accusation. Il est allé en prison. Et justement, c'est Suge Knight qui va rendre visite à Tupac directement en prison et qui va dire, écoute, moi aussi j'aime pas Puff Daddy, j'ai un problème avec son label Bad Boy, moi aussi je vais les éteindre. Moi j'ai ma maison dit que j'ai Death Row, je produis avec Dr. Dre, on a un artiste qui s'appelle Snoop, on cartonne déjà, tu nous connais. Il dit écoute, il dit moi je te propose juste 3 albums avec nous et je paye ta caution pour te libérer et on va faire ta sécurité. Tupac qui est en prison à ce moment-là pour des années, il dit mais je signe direct, je signe direct. Et Shug il dit moi je te cherche juste la main. Voilà, c'est comme ça que l'alliance entre Suge Knight et Tupac s'est fait. Ça a commencé comme ça. Maintenant, je vous rappelle qu'il y a une rivalité entre Suge Knight, le producteur de Tupac, et P. Diddy, le producteur de Biggie. Et toute cette haine-là, elle a été alimentée par ces producteurs. Quand Tupac était en prison, Biggie avait déjà enregistré depuis longtemps une chanson qui s'appelle Washotia. C'est-à-dire qui t'a tiré dessus. Tupac se fait tirer dessus justement en 94. Mais cette musique apparemment n'était pas destinée pour Tupac. Mais P. Diddy a dit non, sors cette musique au même moment, comme ça va faire le buzz et les gens ne vont pas comprendre si tu parles de Tupac ou pas. Parce que tout le monde va dire ah Biggie parle de Tupac dans sa musique, il dit qui t'a tiré dessus, il se moque de lui. Donc Biggie sort cette musique et pour Tupac c'était la guerre. Voilà, donc déjà vous voyez qu'il y a déjà un conflit déjà entre maisons de disques. Et n'oubliez pas que Suge Knight est affilié aux Bloods et P. Diddy est affilié aux Crips. Donc 2 gangs différents. On va revenir sur la mort de Tupac. Quand Tupac décède, donc ils vont voir le combat de Mike Tyson, il y a beaucoup d'excitation parce que Tyson finit le combat par KO très rapidement comme d'habitude. Et justement, P. Diddy a envoyé des gangsters donc affiliés à sa maison de disques voler la chaîne de la maison de disques de Suge Knight et Tupac. Ils disent voler leur une chaîne Death Row. Donc il y en a un du label de Death Row qui s'est fait frapper et voler sa chaîne. Et vous savez aux États-Unis c'est une insulte de se faire voler ses bijoux. Voilà. Donc du coup le gars en question quand ils sont allés voir le combat de Mike Tyson à Las Vegas, il était là, le gars qui a volé la chaîne en gars Death Row. Orlando Anderson, il était présent. Et quand Tupac entend que le gars est présent, Tupac va directement frapper Orlando Anderson. Donc là, je vous rappelle que on n'a pas conscience du danger dans lequel se met Tupac à ce moment-là. Parce que
Orlando Anderson, c'est un membre dans gang. Il fait partie des Crips. Tupac, c'est un chanteur. C'est un artiste avant tout. Voilà, on a beau aimer Tupac, mais ça reste en artiste, en rappeur, en acteur. Il a le talent dans les deux, mais ce n'était pas un gangster. Donc il s'est levé, il est allé frapper directement à Orlando Anderson. Et ils l'ont tous frappé de toute façon après, et ils sont partis du casino de Las Vegas. Et là, on est quelques heures avant le décès de Tupac. Il rentre dans son hôtel, il y a sa femme, Kidada Jones, du coup, enfin sa fiancée plutôt, qui lui dit qu'est-ce qui t'est arrivé, tu t'es battu, tout ça. Il dit oui, c'est un gars qui avait volé la chaîne à un membre de mon équipe, donc de Death Row, et je pouvais pas laisser passer ça. Et du coup, sa femme, elle est un peu stressée, elle dit mais pourquoi tu quittes pas ce label, tu vois, pourquoi tu fondes pas ton propre truc. Il a dit mais je peux pas, il a dit je peux pas quitter tout comme ça. Parce que je vous rappelle que les méthodes de Suge Knight chez Death Row étaient aussi des manières assez mafieuses. Ça veut dire que tout ce qui est voiture, maison, en fait, tout ce que tu possèdes au final ne t'appartient pas à toi, vraiment, en tant qu'artiste, quand tu es chez Defro. Tout est au nom de l'entreprise. Tu as plusieurs voitures, mais c'est au nom de Defro, ce n'est pas à toi. Tu as une belle maison, mais ce n'est pas à ton nom, c'est au nom de Defro, ce n'est pas à toi. Donc c'est ce que dit Tupac Amaru, il dit que tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à lui. Voilà. Il a dit, je peux pas partir comme ça, c'est grâce à lui que j'en suis là, que j'ai tout ça. Moi, je peux pas quitter ce gars-là, quoi. Et sa femme dit, mais Dr. Dre a quitté le label, parce qu'effectivement, Dr. Dre, lui, quand il a vu que l'ambiance était mauvaise chez Defro, il est parti directement. Et Tupac a dit, mais moi, je suis pas Dr. Dre. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, Dr. Dre est déjà en gros de cette industrie, et Tupac est en train de faire sa place, c'est une star, mais c'est pas encore au niveau de Dr. Dre. Et du coup, c'est là où sa femme dit, écoute, tu restes à l'hôtel avec moi, tu ressors plus. Il dit non, 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 il dit je dois ressortir. Parce que là, il y a le producteur, justement, Shug Knight, qui organisait une soirée au 662, donc une boîte de nuit qui lui appartient. Il dit non, je dois l'accompagner, c'est l'ouverture de sa boîte de nuit, tout ça, je dois être fidèle, je dois être là pour lui. Et il dit je reviens de toute façon. Et après, sa femme lui dit de ne pas rester longtemps. C'est là où il sort, et c'est là, là, on parle du moment du décès de Tupac. Il sort, son garde du corps, donc garde du corps de Defro, lui dit tu veux pas porter un gilet pare-balles après tout ce qui s'est passé et tout ça, on sait jamais, tu vois. Et Tupac dit non, on est à Las Vegas, il fait 30 degrés, pourquoi je vais mettre un gilet pare-balles, tu vois, il fait chaud. Tu vois, donc il met pas le gilet pare-balles. Et le garde du corps lui dit écoute, au moins tu montes en voiture avec moi et tout, on fait ta sécu, tout ça. Et Tupac, il a dit non, pas besoin. Il a dit je restais avec Suge, le producteur. Il a dit je vais aller en voiture avec Suge. Du coup, il va en voiture avec Suge. Et ce qui se passe, c'est que pendant qu'il est en route, tout le monde le voit en fait. Sa fenêtre est ouverte, tout le monde le voit. Tout le monde dit ah Tupac, une photo, t'as l'air en forme, tac. Il y a des filles qui disent Tupac, Tupac. Et ça, c'était ce qui a causé sa mort parce que quand les filles disent Tupac, il y a une voiture qui s'approche et c'est la voiture justement de Orlando Anderson. Donc je vous rappelle Orlando Anderson qui est un membre des Crips que Tupac vient de frapper. Donc il s'approche de la voiture de Pac et il lui tire dessus à plusieurs reprises et Tupac meurt. Suge Knight est au volant, mais Suge Knight n'est pas vraiment touché au final. Je pense que l'attaque était vraiment sur Tupac parce que Tupac a pris toutes les balles. Maintenant, il y a eu beaucoup de rumeurs sur Suge Knight parce que déjà Suge Knight connaissait ces gars-là. C'est des membres des Crips, mais je vous rappelle que Suge Knight, lui, a grandi à Los Angeles avec ces gars-là. Les gars qui ont tiré sur Tupac. Il les connaît. Maintenant, Tupac voulait quitter le label de Suge Knight. Il avait fait ses 3 albums en fait. Le contrat c'était 3 albums. Et malgré que Tupac a fait 3 albums, Suge Knight ne voulait pas le laisser partir. Parce que Tupac lui voulait fonder sa propre maison de disques, Suge Knight ne voulait pas le laisser partir. Il voulait toujours profiter de lui, il voulait pas qu'il parte. C'était hors de question. Donc il est en train de bloquer Tupac dans sa maison de disques. Tupac ne voulait plus être chez Death Row. Donc après ça, il y a eu plein de rumeurs que Suge Knight est responsable de la mort de Tupac. Rien que le fait que lui, il est dans la même voiture que Pac et qu'il n'est pas touché par les balles. Et que Tupac prend tout et qu'il meurt par la suite. Voilà, moi par exemple, moi je trouve que Tupac a ses torts dans cette affaire. Vous voyez. Mais on va revenir un peu sur Bad Boy et sur Biggie.
Donc Biggie, lui, à la base, on part sur le principe, c'est l'ami de Tupac. Biggie, après cette mort-là là, de Tupac à Los Angeles, à Las Vegas, du coup c'était à Las Vegas, c'était après le combat de Tyson, Biggie, Puff Daddy lui propose d'aller à Los Angeles faire de la promo pour son deuxième album. Donc lui, il en est à son deuxième album. Écoutez, apparemment Biggie, ça a été dit dans les témoignages, même dans le documentaire, Biggie ne voulait pas aller à Los Angeles. C'est un terrain ennemi. Donc il y a la mort de Tupac qui est récente. Vous voyez, il y a une rivalité entre Death Row et Bad Boy, une rivalité entre Biggie et Tupac. Et vous voulez que Biggie aille à Los Angeles. Donc Puff Daddy voulait que Biggie fasse sa promotion pour son album à Los Angeles. Biggie va à Los Angeles, il fait sa promo, il fait des interviews, tout le monde le siffle. Tout le monde le siffle. À Los Angeles, il n'est pas le bienvenu. Tout le monde le siffle. Il reçoit même des appels anonymes, des menaces de mort qui disent que tu ne vas pas ressortir vivant de Los Angeles. À partir de ce moment-là, Biggie, en fait, avait déjà un billet d'avion, il devait aller à Londres, faire sa promo pour son album. Il devait quitter Los Angeles. P. Diddy a refusé fermement. Il a dit, tu ne vas pas à Londres, on annule le billet pour aller à Londres et tu vas rester à Los Angeles. On reste tous à Los Angeles. Il ne va rien se passer. Quelques jours après, Biggie, en voiture, après une soirée, meurt à Los Angeles. Donc à partir de ce moment-là, moi j'ai ma théorie. J'ai ma théorie. Le meurtre de Tupac, ça fait longtemps qu'on sait que le tireur, c'est le gars que Tupac a frappé à Las Vegas. Ça, on est au courant depuis des années. Maintenant, si P. Diddy, qui connaît ces membres des Crips là, parce que P. Diddy les connaît, et P. Diddy, c'est même P. Diddy qui a ordonné ces membres des Crips de voler une chaîne d'Efro du label de Tupac et Suge. C'est lui qui a ordonné ça, donc c'est un peu lui qui a provoqué aussi cette bagarre, quelque part, parce que Tupac voulait protéger aussi son ami, hein, qui s'est fait voler sa chaîne. Je pense que le meurtre de Tupac, c'est P. Diddy qui est derrière, sincèrement. Si on prend le recul. Mais dans le documentaire qui est trop centré sur P. Diddy, et on fait passer Suge Knight pour un gentil, pour un gars mignon. Suge Knight, je vous rappelle qu'il est actuellement en prison parce qu'après une bagarre, il a renversé quelqu'un en voiture. Il a pris 30 ans de prison. Suge Knight n'est pas un rigolo. Suge Knight te met une droite, tu pars de Paris à Bamako. Suge Knight n'est pas un gentil garçon. Je ne sais pas quelle version ils ont mis dans le documentaire de P. Diddy, mais Suge Knight est autant dangereux que P. Diddy. Moi, ma théorie, c'est que Biggie, quand il meurt à Los Angeles, c'est par rapport à des menaces de Suge Knight envers P. Diddy, je pense. Je pense même que Suge Knight a dit, vu que tu as fait tuer mon artiste, nous aussi on veut se venger. Tu nous le ramènes à Los Angeles et on fait notre revanche. Parce que c'est pas normal que P. Diddy voulait bloquer Biggie à Los Angeles comme ça. Je pense que Suge Knight est responsable de la mort de Biggie, mais que pour Tupac, c'est P. Diddy. Parce que les gens ont trop romancé le documentaire, c'est bien. En fait, il faut être objectif. Et souvenez-vous de quelque chose, parce qu'il faut être objectif. C'est pas on regarde un documentaire sur quelqu'un, donc cette personne est le diable. Ça fait 30 ans qu'il fait ces atrocités, et personne ne parle autour. Donc comme je vous ai dit, soit il y a des complices, soit tout le monde fait la même chose, soit ils ont tous peur de P. Diddy. Mais ça m'étonnerait. Comme je vous ai dit, Suge Knight est pareil que P. Diddy. Et au final, quand on regarde le documentaire sur P. Diddy, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait des femmes, il a frappé des femmes, il a accusé d'avoir tué Biggie et Tupac. Dans le documentaire, il y a les jurys qui ont parlé et qui ont démenti beaucoup de choses. Parce qu'actuellement, dans le jugement, même s'il a payé les meilleurs avocats du pays des États-Unis, dans le jugement, il n'a pas eu toutes les accusations, P. Diddy. Il y a la plupart qui étaient fausses. En termes de jugement, et même les jurés dans le documentaire, vous voyez qu'ils parlent et qu'ils limite, ils rigolent à certaines accusations. Déjà, il y a deux personnes là dans le documentaire, Capricorn Clark et Lil Rod, ils ont été cramés qu'ils ont menti, eux. Ils ont été cramés. Parce que Lil Rod,
il a dit qu'il a été V par P. Diddy, et après, il a retourné le truc en disant non, il m'a arnaqué sur des trucs, sur des comptes, sur des trucs que j'ai produits pour lui, musicalement parlant, mais il m'a pas donné l'argent. Et sur les réseaux sociaux, il avait fait un appel pour dire qu'il faut dénoncer P. Diddy parce qu'il l'avait. Et après, il a commencé à faire une promo en mode qui veut récupérer aussi ce que P. Diddy lui a pris par rapport à la production qu'il a fait, et P. Diddy l'a jamais payé. Parce que P. Diddy est un gros radin, ça c'est réel. C'est un gros radin. Quand Biggie meurt, il ne paye pas les funérailles de Biggie. Il refuse de payer les funérailles de Biggie et il a fait quelque chose qui est super grave, parce que c'est quand même son artiste qui est mort tragiquement. Il a... Vous voyez le deuxième album justement qui était en promotion, qui devait sortir justement, c'est avec les ventes de cet album qui paye les funérailles. Donc à titre posthume. Vous voyez, après sa mort, quoi. Donc c'est avec son propre album que Biggie a payé ses funérailles. C'est pas P. Diddy qui paye les funérailles de Biggie. Donc là, on comprend aussi que P. Diddy, c'est un radin de base. Donc oui, peut-être que le Lil Rod, là, peut-être que P. Diddy ne l'a pas payé. Mais après l'accusation de V, il a déjà porté plainte pour ça. Il a mis des vidéos qui étaient fausses à l'appui. Et ça a été refusé. Sa plainte a été sans suite. Donc oui, peut-être que P. Diddy l'a arnaqué, il l'a pas payé. Mais l'accusation de V, on dirait qu'il a rajouté ça, peut-être pour faire parler de lui, pour que tout le monde sache que P. Diddy l'a arnaqué. Pareil, Capricorn Clark, pareil, elle a aussi porté plainte. Elle n'avait pas assez de preuves de ce qu'elle racontait. Donc les deux, déjà, là, c'est suspect dans le documentaire. Pour les deux. Hein. Parce que là, on se base sur les faits. On se base uniquement sur les faits. Du coup, moi, je vous ai dit ma petite idée par rapport au meurtrier de Biggie et Tupac. Maintenant, on va revenir sur la base. Donc P. Diddy qui est un enfant qui était assez victime dans son enfance, qui a plutôt... Sa maman a tout fait pour qu'il soit bien en fait, l'a chouchouté. Mais il avait quand même envie d'être le gangster que son père était. Et il a mis ça dans la musique. Et au final, ils ne reproduisent pas tous le même schéma. C'est vraiment que P. Diddy qui est le diable. Parce que on va prendre d'autres artistes. Voilà Biggie. Biggie par exemple à son âme. Il n'est plus là aujourd'hui, mais Biggie, vous vous souvenez qu'il était marié à Faith Evans. Faith Evans qui faisait partie du label de P. Diddy, Bad Boy Records. Biggie aussi faisait partie de ce label, ils se sont rencontrés comme ça. Biggie rencontre Faith Evans, au bout d'une semaine, le courant passe bien entre eux, ils se marient. Donc Faith Evans devient sa femme, elle devient même la mère de son fils par la suite, un petit peu après. Mais souvenez-vous que Biggie connaissait une Lil Kim avant. Lil Kim qui fait partie de Junior Mafia. Junior Mafia qui est un peu en crew, une équipe qui est autour de Biggie, musicale. Lil Kim, en fait, Biggie l'a toujours soutenu dans sa carrière, mais ce qu'on ne sait pas derrière, c'est que Lil Kim était l'amour de jeunesse de Biggie. Lil Kim a toujours été son amour de jeunesse. Lil Kim était la maîtresse de Biggie même pendant qu'il était marié avec Faith Evans. Ça c'est documenté, ça a été répété plusieurs fois. Et surtout, Biggie était violent avec Faith Evans. Il y a une histoire au studio où il s'est embrouillé avec Lil Kim. Et il y avait Usher qui était jeune, qui avait 15 ans. Biggie lui sort une arme à feu sur sa tête. Biggie a déjà frappé plusieurs fois Lil Kim. On va revenir. Si on doit faire tous les artistes, on va les faire. Dr. Dre. Dr. Dre est connu pour frapper des femmes. J'aime beaucoup Dr. Dre artistiquement parlant. C'est un gars qui a beaucoup fait pour la culture. Il faut respecter ça. Mais sur le niveau humain, Dr. Dre, vous regardez ce qui a été dit. Michele, elle a déjà témoigné par rapport à ça. Elle est sortie avec Dre pendant très longtemps. Michele s'est fait frapper par Dre. Il l'a traîné dans les escaliers. Il l'a frappé jusqu'à qu'elle perde l'audition. Donc au bout d'un moment, c'est facile de voir un documentaire et d'avoir la culture de l'instant. Dire, P. Diddy c'est le diable. Mais est-ce qu'ils ne reproduisent pas tous le même schéma? Est-ce qu'ils ne sont pas tous pareils au final? Maintenant, il y avait une petite rumeur par rapport à Jay-Z, parce que quand 50 Cent avait son documentaire, Jay-Z a envoyé un message à 50 Cent pour dire, est-ce que moi je suis dans le documentaire? 50 Cent a dit non, Jay-Z tu n'es pas dans le documentaire. Et Jay-Z lui a dit merci, avec un bonhomme qui prie. Maintenant, les gens ont dit, ah non, Jay-Z, il a des choses à se reprocher. Maintenant, on va parler du cas de Jay-Z. Jay-Z, c'est pareil. Il a grandi dans ce milieu. Du coup, parce que, au final, les gars, c'est des gars de la rue. Et la rue, c'est mélangé avec le rap. Tu vois, c'est pour ça qu'on dit rap gangsta. Ils sont obligés de faire vraiment ce qu'ils racontent dans leur musique.
Tous les délits qu'ils font, si tu dis dans ta musique que tu braques, tu dois prouver dans la vraie vie que tu braques aussi. C'est ça. Et Jay-Z, quand il avait 12 ans, à l'âge de 12 ans, il a tiré sur son frère. Son demi-frère, mais c'est la même chose, c'est son frère de sang. Il a tiré sur son frère, à l'âge de 12 ans. Donc vous vous rendez compte dans les conditions dans lesquelles les gars ont grandi. Et même à 25 ans, Jay-Z poignarde son producteur. Maintenant, les gens disent que Jay-Z est pire que P. Diddy ou quoi qu'est-ce et tout. Après, je sais pas si le Jay-Z d'aujourd'hui a des dossiers sur lui. Dans le passé, il y a eu des... Bon, tout ce que je vous ai raconté là, c'est qu'il était quand même assez jeune du coup. Mais aujourd'hui, depuis qu'il a rencontré Beyoncé, je sais pas si c'est le même homme. On a tous la vidéo de Jay-Z qui se fait frapper par la sœur de Beyoncé dans un ascenseur. Jay-Z ne la frappe pas. En aucun cas. Pourtant, Jay-Z avait cette image, justement, à ses débuts, un peu street, un peu je me laisse pas faire, un peu je suis un gangster. Mais à aucun moment, Jay-Z ne lève la main sur la femme, sur la sœur de Beyoncé, donc de la sœur à sa femme. Et là, quand je regarde ça, je me dis, waouh, le gars c'est devenu un bonhomme. Parce qu'il y a beaucoup de rappeurs qui se disent gangsters et qui auraient frappé en retour. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas se faire humilier en vidéo par une femme. Ils disent, moi, je vais pas me faire frapper par une femme et ça va se voir et on va penser que je suis une victime. Donc moi, tu vois, quand tu fais du rap, gangsta aussi, ils ont tous ce même schéma en fait. Pour moi, ils sont tous pareils. C'est juste qu'on ne sait pas tout, je pense. On peut avoir plein d'autres exemples. On peut avoir plein d'autres exemples. Maintenant, P. Diddy, dans le documentaire, il a aussi dit qu'il pique souvent la femme des gens. Et tout le monde s'est offusqué. Waouh, il pique la femme des gens. C'est le diable. Ah bon? Tupac n'a pas fait la même chose à la femme de Biggie. Il l'a dit dans sa musique. C'est pas une méthode qui existe depuis longtemps, ça, dans le rap? Dans le rap gangsta? Dans la rue, de base? Qui d'autre? Qui d'autre a fait ça? Drake. Drake fait souvent ça à ses ennemis. Drake, quand il est en clash avec ses ennemis, il pique leur femme. Drake fait souvent ça. Il y a même eu une rumeur avec Drake et Kim Kardashian, et c'est pour ça que Kenny et Drake sont souvent sont plus trop amis comme avant, parce que quand Kenny pose la question à Drake, est-ce qu'il a une relation avec Kim Kardashian, Drake ne répond pas. Donc cette méthode-là, là, de piquer la femme d'un ennemi, ça existe depuis toujours. C'est pas P. Diddy qui l'a inventé. C'est pas pour défendre P. Diddy, c'est qu'il y a des faits. Il faut voir les faits. Ne faites pas passer Suge Knight pour un gentil, ce n'est pas un gentil. Ne faites pas passer P. Diddy pour un gentil, ce n'est pas un gentil. Mais tant d'autres, tout ce schéma-là. Et même Tupac qui est un gars très intelligent, parce que tout souvent les gens disent Tupac, il vient d'une famille de Black Panther, il a tout fait pour la communauté noire, il aurait pu être président, il était trop intelligent ce gars. N'oubliez pas que Tupac aussi a causé un peu sa mort. Parce que moi, le moment où Tupac va frapper un membre de gang, quel message il essaye de vous faire passer par là? Toi, t'es un artiste, t'as du talent, tu fais de la musique, t'as des talents d'acteur, tout le monde t'aime. Tu vas frapper un membre de gang. C'est pour prouver pour vous dire, moi aussi je suis un gangster, je suis autant gangster que toi, tu vas rien faire. C'est encore ce truc de prouver. C'est toujours ce truc de prouver. C'est le même schéma pour eux tous. Donc, quand on regarde ce documentaire, on a l'impression que le seul qui fait des soirées où il se passe des choses bizarres, c'est P. Diddy. Vous voyez, toutes ces choses-là, là, le fait de frapper les femmes, toutes ces choses, piquer la femme d'autrui, toutes ces choses-là, c'est des trucs qui sont ancrés au final dans ce schéma. Ils reproduisent tous exactement la même chose. Donc moi, en fait, ce qui est dommage, c'est que c'est vraiment une culture de l'instant. Voir un documentaire sur quelqu'un et dire, lui, c'est le diable. Parce qu'on a fait un documentaire sur lui. C'est lui le diable et il n'y a personne qui est pire que lui. Et ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Parce que, et le problème, moi, ce que j'aime pas, c'est que quand les Noirs atteignent un certain sommet, ils se tirent dans les pattes. Parce que là, 50 Cent a fait un documentaire sur P. Diddy. T'as beaucoup de gens de l'industrie. T'as Marlon Wayans, je pense, qui est en train de dire que 50 Cent c'est une balance, qu'il n'avait pas à dire tout ça sur P. Diddy, ça se dit pas. Il dit, je suis pas en train de défendre P. Diddy, mais 50 Cent, il fait du mal à un frère noir, tout ça, il n'avait pas raconté tout ça. Il a dit que le karma va se retourner contre 50 Cent.
Donc, est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est pour dire que 50 Cent aussi... Parce qu'il y a même Ja Rule qui n'aime pas 50 Cent, qui sont en conflit depuis des années, qui a dit que toi aussi, 50 Cent, tu as des dossiers sur toi, on va sortir en documentaire, t'inquiète pas. Et au final, on est dans le même schéma. 50 Cent, souvenez-vous, c'est quelqu'un qui a pris 9 balles. Pourquoi il prend 9 balles? 50 Cent, souvenez-vous, dans une musique, parce que 50 Cent était aussi un voyou quand il était jeune. Maintenant, Dieu merci, il fait de la musique, il est entrepreneur, il s'en est bien sorti, il fait du cinéma et il est passé outre de tout ça, mais je te parle dans sa jeunesse qui était un peu difficile. Donc 50 Cent s'est pris 9 balles parce que dans une musique, il a raconté tout ce qui se passait dans son ghetto. Il a raconté qui vendait de la drogue, qui faisait ci, qui était le chef, qui faisait ça. Il a cité les noms. Et ça, les gens ont pris contre la dénonciation. Ils ont dit c'est une balance. Et c'est pour ça qu'il prend 9 balles. C'est pour ça qu'ils ont failli le tuer. Maintenant, quand 50 Cent fait ce documentaire sur P. Diddy, beaucoup peuvent le prendre comme de la dénonciation. C'est une balance. Donc 50 Cent, je ne vais pas dire que 50 Cent est en danger, parce que je pense que s'il fait ça, c'est qu'il n'a pas peur en soi. Mais c'est toujours le même schéma. C'est toujours le même schéma. T'es une balance, il faut qu'on te tue. C'est toujours le même schéma. C'est toujours, en fait, c'est le système dans lequel ils sont. Et vous, vous applaudissez ça au final. Parce que c'est ça que vous voulez, c'est un peu du divertissement, c'est un peu tout ça. Mais moi, je reste objectif. Vous voyez, je vous regarde en documentaire. Et même si dans le documentaire, il suppose que P. Diddy aurait tué Biggie et Tupac, moi, je reste sur ma position que Suge Knight est aussi un suspect numéro un. Et d'ailleurs, ça fait des années que beaucoup de gens suspectent Suge Knight. Hein. Mais comme ils ont vu le documentaire sur P. Diddy, ah, c'est P. Diddy. Et même des gens qui connaissent rien l'histoire, ah, c'est P. Diddy. Donc voilà, les gars, c'est exactement ça. N'hésitez pas à regarder le documentaire si vous ne l'avez pas vu. Et moi, j'ai mon petit avis. Voilà, je vous ai dit un peu, moi personnellement, mon avis par rapport à cette fin tragique. Et c'est dommage pour la culture. Parce que Biggie qui arrivait avec son style, Biggie qui était gros, qui était... Voilà, les gens se sentaient décomplexés quand ils écoutaient du Biggie. Tu vois? Parce que c'était quand même quelqu'un qui s'habillait bien, qui avait la classe, qui avait une certaine voix atypique qu'on n'avait pas entendue dans le rap. Une manière de rapper qu'on n'avait pas entendue dans le rap. Tupac, qui avait un combat noble, qui vient d'une famille noble, et qui avait encore beaucoup de choses à raconter, je pense. C'est dommage, en fait, il nous coupe une partie de l'histoire, en fait, de cette culture rap. Il faut que ça cesse, parce que c'est toujours la même histoire. Combien de rappeurs meurent très jeunes? J'aimais bien Pop Smoke. Pop Smoke est mort à 20 ans. Pourquoi il est mort à 20 ans? C'est les mêmes choses. Il était lié à la rue. Voilà, donc vous ne laissez pas berner par un documentaire vous dire qu'une seule personne est coupable. Il a fait des choses. P. Diddy est une ordure. Il a fait des choses. Il a fait des choses très très graves. Et d'ailleurs, il est en train de payer pour ça, il est en prison. Mais, ne vous dites pas par rapport à ce documentaire que tout le monde est blanc et que P. Diddy est le diable. C'est pas ça. Ils sont tous pareils dans cette industrie. Ils sont tous dans la même équipe. Ils sont tous dans la même équipe parce que l'argent rend fou. Parce que le pouvoir rend fou. P. Diddy n'est pas le seul à frapper les femmes. P. Diddy n'est pas le seul à piquer la femme des gens. P. Diddy n'est pas le seul à avoir fait des V. Voilà, il va payer pour ça. Il doit payer pour ça. Mais il y en a d'autres qui vont payer. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est un sujet un peu différent d'habitude, mais c'est vrai que ce sujet, tout le monde en parle en ce moment. Et c'était vraiment... moi, j'avais ma petite idée en tête par rapport à tout ça. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, liker. Peace.